L'incertitude, la peur de l'inconnu, c'est souvent ce qui nous empêche d'oser et d'avancer. Et c'est marrant parce que mon invitée, elle a passé 20 ans dans les plus grands groupes, dans des groupes internationaux et elle a osé tout quitter et maintenant l'incertitude, la peur de l'inconnu, c'est devenu son métier. Elle est devenue conférencière avec un thème fort, oser aller de l'avant, et cette invitée, c'est Laurence. Bonjour Laurence, Bonjour Sylvain. je suis vraiment ravi de pouvoir te recevoir sur ce podcast. Ça faisait un petit moment qu'on en parlait et Eh, ça y est, aujourd'hui, c'est le jour J. Exactement, mais moi aussi je suis ravie. Et est-ce qu'on peut peut-être commencer par les présentations. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens et ce que tu as envie de nous dire sur toi? Alors, Laurence Gonzalez, moi j'aime bien dire que, en fait, ce que disent les gens de moi, plutôt, pour un petit peu changer, c'est que je suis quelqu'un de très dynamique, j'aime me challenger, que je suis aussi quelqu'un qui aime bien faire des liens, des relations, de tisser. Et c'est pour ça que j'ai monté ma boîte qui s'appelle Mon Fil Rouge. Parce que je crois que en fait, en fait, on ne fait que ça, tisser des liens, tirer le fil de nos vies. Et donc c'est ce qui me drive au quotidien. Ça m'a toujours drivé, hein. C'est pas depuis que je me suis lancée en indépendante, mais là, c'est encore plus fort aujourd'hui, encore plus marquant. Ça fait combien de temps que tu t'es lancée en indépendante sur Mon Fil Rouge? Alors, ça fait 3 ans et demi aujourd'hui. J'ai l'impression que c'était hier. Ça passe tellement vite, la vie en général, ça passait déjà avant, mais là, c'est encore plus marqué. Donc toi, ton parcours, et c'est ce qui m'intéressait, c'est tu as passé 20 ans, 25 ans dans des groupes internationaux, Oui. des super belles boîtes, hein. Ouais, j'ai vraiment adoré. Donc, j'ai fait 5 ans chez Deloitte, 5 ans chez Safran, notamment à Paris, et puis après 15 ans chez Airbus. J'ai adoré tout ce que j'ai fait parce que je suis quelqu'un qui est très curieux, donc qui a besoin de bouger. En moyenne, je suis restée 2 ans et demi sur des postes parce que j'ai toujours besoin de me challenger, de voir autre chose, donc j'ai fait de la finance, j'ai fait de l'audit, j'ai fait des achats, puis j'ai fini à la prévente chez Airbus. Or maman, croit que, la prévente, c'était un petit peu comme chez Darty, mais non, on vendait des services, enfin, on vend des services aux compagnies aériennes. Et puis on s'assure que si l'avion a une panne, eh ben, la pièce arrivera au bon moment, au bon endroit et on a moins de 4 heures pour le faire. Et c'était exaltant, c'était passionnant. J'ai toujours adoré ce que j'ai fait. J'ai été manager de jusqu'à 3 départements à l'international, 60 personnes. Euh, j'ai toujours adoré ça. Mais à un moment, je me suis dit, mais c'est quoi la suite? Et la suite, je la voyais pas en fait. Je la voyais pas en restant dans mon job, chez Airbus, et tu sais, j'aime beaucoup, le discours de Steve Jobs à Stanford qui dit qu'en fait, on fait que connecter les points. Et moi, à un moment donné, j'ai connecté tous les points que j'avais construits et puis j'en suis arrivée à me dire, «Et si tu faisais autre chose? Si tu volais de tes propres ailes?» Bah, voler chez Airbus, c'est un peu le sujet, hein. Exactement. Donc là, je me suis dit, le grand, la grande motivation, ça a été de me dire: «Si alors, c'est le bon moment et puis si tu le fais pas, tu vas le regretter». Et je pense que j'aurais été invivable à la au moindre problème, moindre difficulté. Donc il fallait que je le fasse. Comment on sait que c'est le bon moment alors? Alors moi, je l'ai senti. Il y a, alors déjà, j'y ai pensé pas mal de temps avant, hein. Il y a eu tout un tas d'événements, voilà, des choses. Et puis, j'avais des problèmes aux genoux, des problèmes assez importants. Puis, j'ai toujours fait beaucoup de sport, c'est un truc qui m'a toujours, passionnée, c'est pour moi aussi un exutoire, et là, j'avais des gros problèmes aux genoux, je m'écoutais pas trop et puis je suis allée voir plusieurs médecins et plusieurs chirurgiens qui m'ont dit: «Bah, là, il va falloir opérer, c'est quand même assez compliqué». Hem Et le samedi, j'ai fait aussi pas mal de médecine chinoise. J'ai essayé, hein, j'ai tout essayé, et je vais voir le samedi, un magnétiseur samedi midi. C'est mon mari qui m'amène parce que je pouvais plus conduire à l'époque. Et le magnétiseur me fait m'allonger sur la table. Il me dit: «Mais votre problème, en fait, je vais faire le maximum, mais votre problème, il vient pas de là».
Et là, ça a cogité tout le samedi. Et le dimanche, je prenais la décision. Je me suis dit, bah là, c'est l'occasion. C'est peut-être le dernier message qu'il te fallait, mais vas-y, quoi. Vas-y, tente. Bon, au final, mon genou, il a quand même fallu opérer et tout ça. Mais en tout cas, c'est moi qui ai décidé que ce message, c'était le bon. Donc, tu as eu le message de ton corps, tu as eu Oui. le message d'une personne tierce que tu connaissais pas qui t'a fait un petit peu le déclic. Mm. Hem, alors moi, j'ai 2 questions, ça faisait un petit moment peut-être que tu songeais à faire autre chose? Ouais. Heu, Combien de temps avant tu avais la petite graine en toi? Et l'autre question qui est hyper importante, c'est comment tu te dis: «Je vais faire conférencière» ou quelle activité tu décides de faire? Comment tu y penses à ça, en fait? Ouais. En fait, en 2014, je passe chez Airbus ce qu'on appelle un assessment center. Donc, c'est 2 jours où on te fait passer des épreuves, des présentations, et cetera, pour voir si tu peux être promu au grade supérieur. Et moi, je décide, parce que bon, c'est quand même challengeant, je décide de vraiment me préparer, mais une préparation qui ait du sens. Il faut avoir une présentation de 10 minutes. Et moi, je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais dire à cette présentation de 10 minutes?» Et là, en fait, c'est la première conférence que j'ai écrite. C'est la première mini conférence que j'ai écrite. Parce que j'ai décidé de le faire avec mon cœur, avec mes tripes, et ça s'est super bien passé, cet assessment. Lorsque j'ai fait cette présentation, il y a même un des membres du jury qui avait un peu, voilà, qui était un peu ému. Et là, je me dis: «Waouh, c'est fou le pouvoir des mots, c'est fou», et suite à cet assessment, en fait, j'ai pu accompagner d'autres personnes. Donc j'ai fait du mentorat, j'ai fait, des mini coachings et cetera. Je me suis dit: «Waouh, c'est très puissant, en fait, tout ça». Et ça m'a ouvert un monde qui, pour moi, était jusqu'alors inconnu. Alors j'ai toujours adoré raconter des histoires, par exemple, mais c'était vraiment, c'était loin de ce que je faisais. Moi, j'étais dans l'opérationnel, dans le livrable, dans le, «Allez, on donne tout ce qu'on a, on travaille en équipe, on se bouge et puis, on donne le meilleur pour les clients qui soient internes ou externes». Et là, bah, je me dis: «Waouh!» Je renoue avec une partie de moi qui était un petit peu, je vais dire pas cachée, mais qui était un petit peu oubliée, un petit peu mise en sourdine, et ça me fait beaucoup de bien. Et donc tout ça, ça a fait que, renouer au fur et à mesure, tu te dis: «Mais est-ce que c'est pas ça que j'ai envie de faire un peu plus, en fait? De plus en plus, de plus en plus?» Et donc c'est apparu comme une évidence qu'à un moment donné, en plus avec la crise covid chez Airbus, où là, ça nous a mis dans cette fameuse, situation d'incertitude où, il y a eu le plan social, où moi j'ai eu des personnes des collaborateurs qui sont venus me voir en pleurant dans le bureau: «Est-ce qu'on va garder notre job? C'est quoi l'avenir de la boîte?» On reçoit des courriers du président qui disent: «C'est l'avenir d'Airbus qui est en jeu». Alors c'est vrai que quand on regarde les résultats d'Airbus, on se dit: «Bon, Laurence, elle exagère peut-être un petit peu», mais à l'époque, c'est vrai qu'on ne sait même pas si les avions voleront de nouveau dans le ciel, quoi. Et c'est vrai que, si on repart dans le passé un petit peu, si on fait retour vers le futur, pendant le covid, tous les avions sont collés au sol. Je crois qu'il y avait même plus assez de place dans les aéroports pour accueillir tous les avions. Et donc, clairement, là, pour un acteur comme Airbus, c'était, Ah heu, c le pire truc qui pouvait arriver au monde. Et puis tu sais, on est passé, d'une boîte où, quelque part, on se fait pas de soucis pour l'avenir, quoi. On sait que l'avenir, il est tracé, on a peut-être un métier à vie. Et puis là, tout à coup, tiens, est-ce que je vais pas perdre mon job? Est-ce que j'ai un crédit sur la maison et qu'est-ce qui va se passer, quoi? Et c'est là qu'a commencé, en fait, vraiment ma relation avec l'incertitude. Parce que je me suis dit: «Mais c'est fou, on est dans du jour au lendemain, tout peut basculer». Bien sûr, j'avais déjà eu, hein, des événements dans ma vie perso, pro aussi, mais à ce point-là que ça m'ait fait remuer, puis le collectif aussi, c'est pas seulement individuel, où là, tu as l'effet miroir, en fait. Et là, je me dis: «Waouh, en fait, tu veux tout contrôler, mais tu contrôles rien». Et là, ça a été un choc pour moi parce que je me suis rendu compte que j'étais quand même quelqu'un qui était justement beaucoup dans le contrôle, mais qu'il fallait que je travaille ça. Il fallait profondément que je travaille ça, et je suis quelqu'un d'entier, et moi, mon job, je le faisais vraiment de manière entière, et de me dire que, eh, de pouvoir, lancer une activité à côté, j'allais pas pouvoir. J'ai essayé, hein, mais je pouvais pas scinder, en fait. C'était clairement pas possible. Et puis une chose aussi que je me suis dit, c'est que
Parce qu'on m'a proposé un congé sabbatique. On m'a dit: «Mais Laurence, mais t'en vas pas, prends un congé sabbatique, quoi. Qu'est-ce que tu ça va pas ou quoi?» Et je me suis dit: «Mais si je prends le congé sabbatique, 2 ans, mais je vais avoir le parachute en permanence qui va me freiner pour avancer». Puis tu sais, tu le sais pertinemment, tu as été entrepreneur, tu es entrepreneur aussi et si tu te lances pas à fond, bah, si tu perds quelque chose, quoi. Il y a quelque chose, en tout cas, moi, j'aurais pas pu. Donc il fallait que je prenne ce virage à 180 degrés, parce que ça a vraiment été un virage à 180 degrés. Par contre, heu, avec le recul aujourd'hui, il y a, tu sais, ce qu'on appelle ce fameux biais d'optimisme qui Ouais. est là. Et moi, je me suis dit: «Mais ça va marcher, c'est évident, ça va marcher, c'est évident». Et je crois que le biais d'optimisme, il était là très fort quand je vois le business case que j'avais fait à l'époque, où je gagnais, après, 3 ans de lancement, plus que ce que je gagnais chez Airbus à l'époque. Je me dis: «Mais c'est bien comme ça aussi». Et ça, c'est une vraie question, on se dit souvent. Alors, c'est un gros préjugé, attention, hein. Mais ouais, quelqu'un qui vient de chez Airbus ou de ces grands groupes-là avec beaucoup de confort, ils ont des salaires énormes, alors qu'on ne sait pas vraiment combien gagnent les gens chez Airbus, mais bon, on se dit: «Ils ont des salaires qui sont mirobolants». Ouais. Hem, on se dit: «Bah, il se lance en indépendant», mais c'est hyper facile pour lui, en fait, parce que il a de l'argent, il part avec un parachute doré, il a un réseau qui doit être hors norme, avec les carrières qu'ils ont, où ils ont appris plein de choses. Bah, pour eux, c'est hyper simple, en fait. Et je suis pas certain que ça soit vraiment le cas. Donc est-ce que tu peux nous en parler? Beh, ça, c'est ce que je me suis dit quand je suis partie, le biais d'optimisme, en fait. «Ouais, tu vas voir, ça va être simple et tout». Et en fait, tu déchantes parce que déjà, donc moi, je suis mariée, et mon mari a perdu son job, quand je me suis lancée, en fait. Donc ça a été compliqué, de vivre, bah, cette incertitude au carré, on va dire, en même temps. Hem, L'argent, quelque part, ça part vite. Le confort, moi, en fait, c'était un acquis, le confort matériel. C'était un acquis, la voiture de fonction, le salaire très confortable, hem, j'ai toujours bien gagné ma vie, et donc je me suis pas dit: «Bah, attends, ça va être compliqué, quoi». Et ça l'a été parce qu'en fait, alors moi, en plus, j'ai eu cet épisode du genou qui a duré quand même 1 an. J'ai été opérée 2 fois. Ça m'a freinée en fait, dans ma nouvelle activité, mais pour le meilleur, parce que en fait, il le fallait que je freine, que je fasse. C'est pour ça que je dis que tout est parfait, en fait. Il fallait que je freine, que je m'arrête. À un moment donné, il le fallait pour pouvoir encore mieux repartir. Mais en tout cas, tu as tout à fait raison dans le sens où, je m'étais fait des films sur mon réseau parce qu'en fait, mon réseau, il était, purement Airbus. J'avais jamais pensé à développer, avant de partir, mon réseau à l'extérieur d'Airbus. Alors que, bah, tu le sais, c'est ça qui est clé, en fait. Et que, bah, quelque part aussi, je quittais une grande famille et que, bah, la famille, une fois que tu la quittes aussi, tu fais plus partie de la famille. Alors là, j'ai une vraie question pour toi parce que j'ai épluché. Alors j'ai essayé parce que c'était très compliqué. Je me suis dit: «Je vais préparer un peu, la rencontre avec Laurence. Je vais suivre tous ses posts LinkedIn pour voir un peu par où elle est passée». Problème, c'est que tu publies beaucoup trop et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver, la source donc j'ai pris ce que j'ai pu. Ouais, Mais il y a, une phrase qui m'a beaucoup plu. Tu disais: «Il faut que je fasse mon deuil de mon identité sociale». ouais. Ça a été violent, en fait, pour moi. C'est, en fait, du jour au lendemain, je suis passée de senior manager avec un salaire confortable, reconnu dans la société, et puis reconnu chez Airbus. Je demandais un truc, bah, je l'avais pour le lendemain. C'était nickel. Enfin, je veux dire, c'était simple. En fait, il y avait une certaine simplicité par rapport à ce statut social. Et le lendemain, en fait, tu te retrouves et tu te dis, ben, mais je suis qui, en fait? Parce que la société te renvoie que tu es plus senior manager, que tu repars de zéro, alors que tu repars pas de zéro.
mais la société te renvoie ça. Et moi, je me le suis pris en pleine face et il a fallu que je fasse ce deuil. Et ça a été très compliqué. Alors, c'est ce qu'on appelle, tu sais, il y a 2 types de changements d'identité. Il y a le changement de type 1, où là, bah, tu changes de job. Mais pour moi, c'était vraiment un changement identitaire. Ça a été un changement de type 2 où il a fallu que je revoie qui j'étais, en fait. Comment je me présentais, qui j'étais, qu'est-ce qui me caractérisait. Et c'est pour ça que, en fait, cette année où mon genou m'a permis de m'arrêter, ça a été pour moi très compliqué et à la fois très utile, très pertinent. Enfin, je ne saurais pas qui je suis aujourd'hui sans ça. Et tu as douté, du coup, à ce moment-là, quand tu as changé de vie, de tes compétences, de tes forces? Parce que tu passais j'ai l'impression, de chez Airbus où tu étais en pleine confiance parce que tu avais ce que tu voulais, tu avais un poste à responsabilité sûrement, à toi, toute seule, indépendante, chez toi. Donc déjà, tu n'as plus de, t'as plus de site physique où Ouais, te rendre. ouais, Tu es toute seule avec toi-même. ouais. Est-ce que là, tu commences à te dire, finalement, j'ai pas toutes les compétences que je pensais, ou est-ce que tu te remets en question par rapport à ça? En fait, j'ai beaucoup douté au départ, notamment à cause de mon genou, parce que je me suis dit, mais tu as fait une grosse erreur. Il aurait mieux valu, tu te rends pas compte, parce que pendant un temps, on a pensé que je ne remarcherais plus, hein. Donc ça a été vraiment, c'est allé profondément me chercher et je me suis dit: «Mais t'es folle d'avoir lancé ça», parce que je m'étais lancée et je pensais que, le fait de plus avoir tout ce stress ambiant, ben, mon genou, ça allait aller mieux. Bon, bah, c'était une hérésie, et pas du tout. Donc oui, j'ai beaucoup douté, mais le fait de m'en être relevé, le fait d'avoir posé les jalons, le fait d'avoir posé des actions, de me dire: «Tiens, mais c'est ça qu'il faut faire, c'est ça», d'ouvrir, en fait, mon réseau, d'aller chercher les autres, d'aller, me dire: «Ben, en fait, c'est pas toi qui sais, c'est les autres». Et beh, tout ça, ça m'a confortée et ça a fait grandir mon estime, ma confiance en moi. Et même si le doute, je pense qu'il est sain parce que, dans un métier, d'entrepreneur, tu te remets toujours en cause. Mais aujourd'hui, je sais que quoi qu'il se passe, bah, je rebondirai. Et ça, donc le doute, il est permanent. Oui, tiens, bah, ce mois-ci, c'est moins, mais le mois prochain, ça va être mieux. Il est sain parce qu'il me fait me challenger toujours. Donc ça, c'est un moteur, c'est super. Heu et en même temps, je sais que j'ai la confiance. Tu sais, il y a une citation de Nietzsche que j'aime beaucoup qui dit que, c'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Et moi, j'y crois, mais comme pas possible. Donc par contre, tu vois, j'ai cette flamme, j'ai quelque part, cette certitude que ça ira. Ça va aller, ça va le faire. Et autre question, c'est quand tu passes tu l'as dit au démarrage, tu as dit un peu tous les métiers que tu avais pu faire chez Airbus. Ouais, J'ai pas entendu le mot commercial. ouais, Et en vrai, quand tu passes en indépendant, ouais, déjà, tu n'as plus la marque Airbus derrière toi, c'est toi, Laurence Gonzalez, donc c'est un prénom, un nom comme marque. ouais, Et il faut que tu trouves tes propres clients. ouais. Donc, comment on fait pour prospecter, se vendre soi quand avant Alors, déjà, vendre, Ouais. c'est pas facile. Comment tu as trouvé tes premiers clients? Comment tu t'es challengé sur cette partie-là? Parce que je pense que c'est pas aussi simple qu'on peut le croire. Non, c'est alors tout à fait. C'est pas simple du tout et je pense que c'est sous-évalué quand on se lance parce que je suis beaucoup contactée, sur les réseaux, par des gens qui se disent, «Ben, tiens, moi j'aimerais me réorienter, comment je peux faire?» Et c'est vrai que le métier de l'entrepreneuriat, c'est quand même aller vers les autres. C'est, beaucoup, s'ouvrir, c'est s'intéresser aux autres. Alors ça, c'était pas nouveau parce que je me suis toujours intéressée aux autres, mais c'était, tiens, ben, comme tu l'as dit, j'ai pas fait de commerce, donc comment je vais vendre ce que je vends, quoi. Alors au départ, ce que j'ai beaucoup fait, c'est que, donc aller dans les réseaux, j'ai fait aussi du bénévolat. Du bénévolat pour 2 choses, déjà pour te faire connaître, mais aussi pour, on en parlait juste à l'instant, cette confiance, se dire: «Tiens, bah, je fais du bénévolat et en même temps, j'ai des retours positifs». Ça te nourrit et ça tu sais, ça te donne confiance à: «Oui, ce que tu apportes, ça a de l'impact. Oui, ce que tu fais, c'est bien. Continue». Et donc, j'ai fait ça, j'ai fait partie de pas mal de réseaux et je fais partie encore de pas mal de réseaux. Et puis je suis allée aussi,
auprès d'entreprises, tu sais, qui sont des entreprises de sous-traitance. Je me suis lancée aussi avec elles. Et puis de plus en plus, en fait, le fait de ce bénévolat, des retours que j'avais, ça m'a permis d'être en direct avec d'autres entreprises. Et puis après, bah, c'est du bouche à oreille, en fait, hein. Ça marche beaucoup comme ça. Mais je crois foncièrement que pour recevoir, il faut donner. Et ça nourrit, en fait, c'est du gagnant-gagnant parce que tu apportes à la personne, ça, elle te rend, ça a beaucoup d'effets miroirs. Donc, je pense que c'est beaucoup comme ça. Je suis allée aussi beaucoup rapidement sur LinkedIn. Euh, alors, j'ai cet avantage, moi, que, je- encore une fois, je suis curieuse. Et je me suis dit, comme pour l'Assessment Center, pour LinkedIn, comment je peux faire pour que ce soit pas difficile, en fait. Je me suis dit, ben, tout ce qui m'intéresse, je vais le partager. Tout ce que je lis, tout ce que je regarde, tout ça, je vais le partager. Et en fait, c'est ça aujourd'hui qui me fait en fait tenir sur LinkedIn. J'ai de la chance, donc j'aime ça et puis, j'ai des bons retours. Les gens me disent: «Ah oui, tes posts, ça fait réfléchir». Ben oui, bah, je suis contente que ça vous fasse réfléchir parce que moi aussi ça me fait réfléchir en fait. Donc, je partage mes réflexions et je vois que c'est important d'être visible pour mon activité de conférencière, mais aussi pour mon activité d'accompagnement de transformation des entreprises parce que je suis beaucoup dans le leadership, le management, dans se dire ben, comment en fait on peut créer ce déclic. Moi, ce que j'aime, c'est créer le déclic en fait auprès des équipes, du management et quelque part, ce déclic, c'est ce que aussi je partage dans mes publications. Donc, je pense que les réseaux sociaux, c'est très puissant et il ne faut pas sous-estimer l'impact qu'on peut avoir via les réseaux. Donc ça, c'est des conseils que tu pourrais donner aux personnes qui aimeraient se lancer? Parce que, moi, Exactement. selon les chiffres, il y a 3 millions de personnes qui se disent, malheureux au travail. Et Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans des grands groupes, qui sont en quête de sens, qui n'osent pas, changer de vie parce que tu as ce confort, peut-être et tu as cette peur de l'incertitude ou de l'échec. Quels sont les 3 conseils que tu leur donnerais, alors, le premier, c'est sûr, le réseau, le réseau, le réseau. Et ça, n'attendez pas d'être parti pour constituer le réseau parce que vous risquez de tomber de haut comme moi, je suis tombée de haut en fait. Deuxième chose, bien se dire, moi, qu'est-ce qui me fout. C'est-à-dire que je dis beaucoup aux personnes qui m'interrogent, heu, regardez, peut-être que pour vous, le meilleur trajet, c'est, justement de lancer votre activité en parallèle, de vous former à côté, heu et d'attendre, en fait, de se dire: «Tiens, mais c'est peut-être le bon moment pour moi mais j'ai cette sécurité d'avoir testé». Pour moi, c'était pas le bon format, c'est clair. Mais que peut-être pour d'autres personnes qui ont besoin de davantage de sécurité, c'est le bon format. Donc, c'est vraiment ça. Donc, le réseau, tester ce qui va pour soi, et puis se dire, mais c'est quoi toutes les options qui s'offrent à moi, en fait? Ne pas se dire, tiens, ben, je veux faire que ce métier. Parce que le truc, c'est que je me suis lancée au départ, je me dis: «Ah, je vais être coach, super». Bah, en fait, aujourd'hui, je fais tellement d'autres choses, quoi, et le coaching, c'est un outil parmi d'autres, mais c'est clairement pas, ce que je fais en priorité, enfin, c'est un des outils que j'utilise, mais il y a la conférence, il y a tout ce qui est le consulting, il y a, la formation et il y a le coaching et tout ça, c'est des outils qui me permettent d'accompagner à la transformation. Mais donc de pas s'enfermer et de se dire: «Bah, c'est quoi l toutes les options qui s'offrent à vous?» Et donc de se dire: «C'est quoi au moins les 3 options?» Parce qu'on réagit souvent en mode binaire. C'est blanc ou noir, c'est oui ou non, c'est je quitte ou pas mon job. Mais il y a tellement plus d'options, quoi. Et donc s'interroger sur c'est quoi au moins les 3 options. et tu avais, j'ai même lu, bon, sur un de tes vieux posts, tu disais: «Je vous invite pas forcément à démissionner de votre job. Ouais, Heu, par contre, la question doit être: quel est le coût à ne pas le faire? Et non pas quel est le coût à le faire?» ouais. Est-ce qu'on peut, creuser ce sujet? Bah, en fait, moi clairement, la question et le truc qui est venu m'interroger, c'est de me dire, «Si tu le fais pas, tu vas avoir des regrets». Le fameux regret, on sait que c'est une motivation très grande à passer à l'action.
Et moi, ça a été ça. Et le coup, en fait, à ne pas le faire, ça aurait été des regrets. Et je me connais, j'aurais été invivable parce qu'à la première difficulté, ben, je me serais dit, ah, tu vois, t'aurais dû, franchement, t'as pas eu le courage de te lancer, etc. Donc, c'est le coup à ne pas le faire. Et j'adorais ce que je faisais, mais clairement, il y avait une partie de moi que j'étais pas allée suffisamment explorer. Et, et, et le coup à ne pas le faire, ça aurait été de rester en fait dans ce schéma-là, dans ma zone de confort, alors que j'ai besoin de renouvellement, de curiosité. Alors, et on sait, tu sais, le biais d'aversion à la perte, c'est que on recherche d'abord à éviter la perte plutôt que de rechercher le gain. Donc c'est pour ça qu'il faut aller creuser et de se dire, bah, c'est quoi que je risque de perdre si je me lance pas, si je fais pas quelque chose. Et puis un truc aussi important que je me suis dit, c'est t'as quand même une expérience, t'as quand même des connaissances, t'as quand même beaucoup de choses derrière toi. Tu repars pas finalement de zéro. Donc je pourrais toujours faire autre chose si ça fonctionne pas. Et tu vois, aujourd'hui, tout ce que j'ai fait et puis ces années passées dans l'entrepreneuriat, ben aujourd'hui, je me dis que je sais pas de quoi demain sera fait. Peut-être qu'un jour, je retournerai dans le salariat. Mais enfin, tout est ouvert, tout est possible. C'est la question que j'allais te poser. C'est est-ce que, parce que tu parlais de faut pas avoir de regrets, euh, est-ce que tu as des remords des fois d'avoir quitté ce job parce que c'est clairement l'inconfort d'être indépendant. Est-ce que des fois tu te dis, oh, franchement, je serais quand même bien tranquille si j'étais salarié? Ah ben, je vais pas te cacher que quand j'ai la grippe et que effectivement, bah, comme mon activité, elle dépend de mon temps et de moi, là, je me dis: «Ben, flûte, c'est vrai que c'était plus confort quand j'avais la grippe, ben, c'est j'étais quand même payée quand j'étais malade». Ça, c'est clair et tu sais, il y a, je suis une convaincue que l'herbe, elle est pas plus verte à côté, elle est verte là où on l'arrose et donc je suis convaincue que dans un job de salarié, on peut s'épanouir. Dans un job d'entrepreneur, on peut s'épanouir, mais clairement, tout est pas rose dans l'un ou dans l'autre. Donc oui, ça m'arrive de me dire: «Ah, c'était quand même bien». Même si attention, c'était pas simple, hein, parce que, tu as la pression du dessus, tu as la pression du dessous, tu es toujours en train de naviguer. C'est pas évident du tout, hein, d'être salarié, d'être manager, d'être senior manager, et par contre, clairement, bah, c'était le bon moment pour moi de faire autre chose. Hem et aujourd'hui, je suis contente de ce que j'ai fait, profondément fière de ce que j'ai fait, et une chose, un truc qui vraiment pour moi est peut-être je vais dire le plus gros cadeau que je me sois fait, c'est que j- je suis contente de ce que j'ai. Auparavant, j'étais dans le toujours plus. Tu vois, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Là, je suis contente de ce que j'ai en fait. J'ai moins, mais je suis contente de ce que j'ai. Et pour moi, c'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire en fait. C'est un super cadeau en même temps. C'est précieux. Et tu vois, quand je me lève le matin, je me dis, waouh, quelle chance. Quelle chance, quoi. Alors, je ne vais pas dire c'est tous les matins, waouh, mais, mais, mais je me dis, mais waouh, c'est super, quoi. C'était la question que j'allais te poser, c'est quel est ton plus gros kiff de ta vie d'entrepreneuse? C'est ça, c'est de me dire, euh, tu sais, on pense toujours le boulot d'entrepreneur, mais t'es libre, toi, t'es libre, Alors, en fait, je choisis mes contraintes. Et ça, c'est un luxe. Clairement, c'est un luxe. Mais ça reste des contraintes. Heu, mais mon plus gros kiff, c'est de me dire, «J'ai pas besoin d'aller en vacances aux Maldives, quoi. J'ai pas besoin de ça». Avant, c'était, tu vois, je bossais, je me disais: «Ah super, on va pas partir, en vacances aux États-Unis, on va faire ci, on va faire ça». Et puis je passais la première semaine de mes vacances, bah, j'étais malade parce que j'avais tellement tiré sur la corde que j'étais, voilà, j'étais à zéro au niveau énergie. La deuxième semaine, je me remettais.
3e semaine, je kiffais et la 4e, je me dis: «Allez». Je commençais à me préparer pour la rentrée et j'étais dans la roue du hamster et je me rendais pas compte qu'en fait, je cherchais juste à avoir une roue plus grande, avec des diamants ou de l'or, je ne sais pas. Hem, Là, aujourd'hui, ça m'arrive, je suis toujours dans la roue, mais ça m'arrive d'en sortir et de me dire, heu: «Bah, elle est chouette quand même ta vie. Elle est chouette, tu rencontres des super personnes comme toi. Merci. Tu je me suis ouverte en fait, tu vois? Et je crois que, tu me demandais aussi un conseil, c'est que quand on est dans ces grandes boîtes, hein, souvent, en tout cas pour moi, mais je partage, mon expérience là, hein, c'est que pour moi, c'est que ça m'aurait fait beaucoup de bien. Déjà quand j'étais, dans ce grand groupe, dans ces grands groupes, c'est d'aller regarder un petit peu ailleurs et de pouvoir partager et de regarder et de se dire: «Tiens, bah, il y en a d'autres qui n'ont pas peut-être la chance que j'ai. Il y en a d'autres qui vivent ça différemment» et moi, j'étais tellement dans mon truc que je suis pas allée chercher ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que vraiment le podcast, il est fait pour ça, c'est pour, Ouais. heu, faire passer les gens à l'action, Mmh. toutes les personnes qui n'osent pas ou qui sont en quête de sens, qui sont pas épanouies dans leur travail. Quand tu dis: «J'aurais dû aller voir ailleurs», Ouais. comment tu le matérialises concrètement pour la personne qui écoute et qui se dit: «OK, je veux bien aller voir ailleurs», mais ça veut dire quoi, Beh, ça veut dire de tester, ça veut dire d'aller dans des réseaux, déjà. Par exemple, dans l'aéronautique, des réseaux qui sont Women in Aerospace et c'est pas seulement pour les femmes. Mais d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs dans d'autres entreprises. C'est, faire du bénévolat, c'est de tester peut-être prendre un congé sabbatique de 6 mois. Mais ce congé sabbatique, c'est pas forcément pour aller, voyager, c'est de se dire: «Tiens, ben, je vais faire un CDD ailleurs», pour aller tester, de se dire: «Bah, je suis peut-être bien là où je suis. C'est peut-être juste que j'ai oublié de m'en rendre compte». Et de se dire: «Ben, qu'est-ce qui me manque et comment peut-être je peux aller le trouver à côté sans forcément quitter mon job de salariat?» Parce que l'entrepreneuriat, c'est très dur. Il faut avoir certaines qualités, beaucoup d'endurance, être capable de se remettre en cause tout le temps, heu et heu et tout le monde n'est pas fait pour ça et c'est OK. Et peut-être que moi, je ne le serai pas pour tout le temps et c'est OK. Mais en tout cas, aller tester à l'extérieur de ce qu'on vit. Parce qu'on normalise beaucoup ce qu'on vit. Ça paraît normal. Et en fait, ça l'est pas tant que ça. En tout cas, je suis très content que tu aies parlé de tout ça, parce que moi, au démarrage, j'étais très réticent au fait de recevoir des personnes qui se sont lancées en indépendant. Pour une raison très simple, c'est que je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Ouais, Et je veux pas donner une vision idyllique de l'entrepreneuriat en disant c'est génial, vivez de votre passion, si vous en avez une évidemment, vous allez kiffer, ou vous avez fait un grand groupe, vous allez passer en indépendant, attention, vous pouvez vous écraser au sol. Et j'avais beaucoup plus envie de trouver d'autres, je pense qu'il y a plein de manières de se réinventer, tu en as cité plein là, le congé sabbatique, je trouve que c'est ouais, génial. Le fait de le faire en complément d'activité, moi je trouve que c'est le plus sécurant et c'est ce que je fais moi au quotidien. La preuve avec le podcast, exactement. hein, j'ai un métier à côté et je le fais en complément d'activité. Mais voilà, je voulais pas tomber dans ce schéma de: «Allez, c'est top, il y a aucun risque à prendre», enfin il y a plein de prenez tous les risques, hein, et lancez-vous en entrepreneur, c'est évident. Non. Et non, c'est pas évident du tout. Et, et voilà, c'est pas juste j'ai encore des mots, tu vois, qui me viennent en anglais. Ça, c'est mon passé Airbus. Ça, je pense que ça me quittera jamais. Mais c'est le raccourci. Voilà, le raccourci qu'on fait, c'est de se dire, bah, c'est mieux à côté, ça paraît plus simple. Rien que le changement, ça va. Ouais, mais le changement, ça peut être violent aussi. Donc, moi, c'est ce que j'ai vécu, hein. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait un saut dans le vide et je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point dans le vide. Mais pour moi, c'était la bonne solution. Je me connais, c'était la bonne chose à faire. Heu, Ça l'est pas forcément pour tout le monde. Et puis une chose aussi que je tiens à dire, hein, et je pense que tu vas le dire aussi, enfin que tu le sais, on l'a partagé, c'est que c'est important d'être bien entouré. Moi, quand je me suis lancée, j'ai posé la question à mon mari. Je me suis dit: «Bon, j'ai envie de le faire, hein, mais il faut que toi aussi tu sois d'accord parce que ça a des implications». Bah, le salaire, qui tombe tous les mois, nickel, les vacances, aux Maldives ou ailleurs,
ça sera peut-être pas notre quotidien. Et j'ai eu la chance d'avoir un mari qui m'a dit: «Mais vas-y quoi, fonce». Et pourtant, financièrement parlant, c'était pas la panacée parce que lui aussi, il perdait son job. Mais par contre, j'ai la chance d'être bien entourée. J'ai un frère, une mère super, j'ai des amis super. Et ça, si vous n'êtes pas bien entouré, dans l'incertitude, il faut avoir une base de certitude en fait. Et cette base, même si elle peut être amenée à évoluer, si vous n'avez pas cet ancrage, ça va être d'autant plus compliqué pour se lancer dans un terrain d'inconnu en fait. Ouais, moi, ma règle à moi, ma technique, maintenant que je pense que je suis un champion de l'incertitude et, et j'adore ça. Voilà. Champion, je me jette des fleurs tout seul. Non, non, Mais non, non, mais non, moi, mon petit truc, c'est de bien me connaître. J'ai fait une très grande introspection sur moi-même et je sais exactement ce dont j'ai besoin pour être heureux. Je pense que c'est une des premières questions qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux et quels sont les fondamentaux qui changeront sûrement jamais chez vous. Ben moi, je les ai listés, je crois que j'ai 7 points et on se rend vite compte que, en ce qui me concerne, je suis pas du tout matérialiste mmh, et que donc j'ai pas besoin de gagner beaucoup d'argent pour vivre. Ce qui fait que maintenant, j'ai pas besoin d'avoir une fuite en avant, à toujours vouloir gagner plus, à avoir des postes à plus de responsabilités. Ce n'est plus un sujet pour moi parce que je sais de combien j'ai besoin pour vivre et que ça changera pas fondamentalement. J'ai pas envie d'acheter des grosses voitures, j'ai pas besoin d'avoir des grosses montres, j'ai pas besoin de me fringuer avec des super sapes. Donc tout le monde se moque de moi parce que j'ai toujours des pulls oui, d'entreprise que su i qu'on i m'a offert. celui-là, on sait Voilà, pourquoi. ça c'est un projet perso, mais en vrai, je ne Exactement. cherche pas à être quelqu'un d'autre Ouais. et je n'ai pas besoin de partir en voyage aux Maldives ou autre dans des classes à faire. Donc en fait, c'est hyper rassurant, de me dire qu'en fait, je pourrais prendre n'importe quel job, quel que soit le salaire et avec le passif et l'expérience que j'ai, je sais que je les trouverai toujours un job qui me rémunère plus ou moins, je l'aurai. Mmh. Donc c'est le plus gros conseil que moi je donnerais, ce serait celui-ci. Apprenez à vous connaître et de quoi vous avez besoin pour être heureux. Je sais pas si toi tu as fait ce travail-là? C'est très pertinent ce que tu dis et on me demande, c'est quoi un bon leader? Un bon leader, c'est celui qui a fait ce travail-là, en fait, qui se connaît pour être capable justement d'aider les autres, quoi, et d'avoir cet effet miroir. Et je pense qu'à partir du moment où on se connaît, on est capable justement d'affronter l'incertitude, comme on en parlait, et puis de se dire, bon, ben, ça va aller, et puis de prendre les bonnes décisions. Comme tu le disais, est-ce que en fait, ça va me rendre heureux? Ben non, pas forcément. Mais qu'est-ce qui, moi, me motive chaque jour au quotidien, quoi? Et ça, c'est un travail, que j'ai commencé, justement, tu vois, avec cet assessment center. Alors bien en avant quand même, mais qui s'est vraiment, poursuivi à partir de là. Et c'est ça, en fait, qui m'a ouvert toute cet éventail d'options. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples? Toi, qu'est-ce qui te rend heureux, par exemple, quand est-ce que tu as des exemples? Moi, j'adore le challenge. Je suis très curieuse. Dès que j'apprends un nouveau truc, je suis contente. Il y a ça, il y a le fait de partager. Beaucoup, j'aime beaucoup partager et puis heu, d'avoir de l'impact, mais de l'impact positif, tu vois? Je cherche pas à c'est pas, comment dire? C'est pas du don pour recevoir, mais c'est vraiment du don pour aider la personne à s'améliorer, à être meilleure, à avoir elle aussi un plus gros impact et à se sentir mieux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui me motive au quotidien. Et donc faire évoluer les gens, faire évoluer les équipes, que les gens se sentent mieux, ça c'est en fait, j'ai toujours eu ça, mais là, avec cette activité d'entrepreneur, c'est quelque chose qui est vraiment, exponentiel, puisque je fais que ça de mes journées. Et donc ça, c'est quelque chose qui me rend très, très heureuse. Après, il y a, je continue à faire du sport, je continue à me balader dans la nature, je continue à à être avec mes proches. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc comme tu disais, des choses, en fait, assez simples. Revenir au basique aussi. Et je pense que c'est important et c'est ce travail-là Oui. qu'il faut faire.
Moi, je suis comme toi, par exemple, je vais donner 2 exemples qui me concernent. Je pareil, je fais beaucoup de sport. Mmh. Je suis dans une salle de sport qui coûte relativement cher, mais en fait, je sais très bien que moi, je suis capable de faire du sport tout seul chez moi, d'aller faire des footings et ça coûte 0 € Oui. et pareil, j'adore lire, ça me coûte un petit budget parce que j'achète beaucoup de livres, mais je pourrais très bien m'en passer. Je pourrais très bien aller à la bibliothèque municipale, Mmh. ça ne me coûterait rien. Donc en fait, c'est juste du confort que je m'offre, mais qui n'est pas nécessaire. Donc Ouais. demain, je peux arrêter tout ça et continuer en étant hyper épanoui. Donc faites ce travail-là, je pense. Faites ce travail-là et moi, j'ai eu besoin de mettre en place une discipline. Parce que justement, quand tu es passionné, quand tu aimes, quand tu adores ce que tu fais, bah, tu pourrais passer des heures au carré. Et pour continuer justement à toujours faire du sport, toujours avoir ce temps pour les personnes que j'aime, pour aussi aller me balader aussi, bah, j'ai mis en place dans mon agenda, hein, des créneaux parce que je sais que sinon je m'y tiens pas. Et toi, tu sais lutter contre l'incertitude, tu sais lutter contre l'inconfort. Est-ce que tu as encore des peurs quand même? Alors, je pense qu'on n'est jamais, mais en tout cas, je l'apprivoise de plus en plus, l'incertitude et je pense qu'aujourd'hui, j'aime à dire que c'est de plus en plus une amie. Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais pas pu dire 5 ans auparavant. Hem et clairement, il y a encore des choses qui viennent me parce que c'est sûr que, tu sais, l'activité, tu le sais, l'activité d'un indépendant, c'est pas tout comme ça, mais ça il y a des hauts et des bas. Mais de plus en plus, je me concentre sur moi, ce qui est en mon contrôle, ce que je peux maîtriser et donc il y a des choses et je lâche, en fait. Tu vois, j'ai appris à faire confiance. Alors, je me fais de plus en plus confiance, mais faire confiance en la vie à la vie aussi et à un moment donné, je me dis: «Beh, écoute, tu fait ton maximum, là». C'est encore quelque chose qui vient me challenger, hein, parce que des fois, tu aimerais, tiens, ben, la réponse du client, tu l'as rencontré il y a 2 semaines, tu aimerais bien avoir sa réponse. Mais à un moment donné, bon, tu fait ton maximum, bah oui, bah, tu lâches alors. Et sur, la jauge du bonheur, de 1 à 10, tu es où là? Tu te donnerais quelle note en ce moment? Écoute, je vais paraître très prétentieuse, heu, mais maintenant que j'ai appris à apprécier ce que j'ai, vraiment, je pense que je suis à 10. Ah magnifique. En tout cas, Vraiment. c'est ma question d'après parce que je me suis dit: «Elle va me dire un 7, un 8 ou un 9 et je lui dirais comment on fait pour arriver au 10. Je suis un peu déçu quand même que tu sois aussi heureuse, je tiens à te le dire. Beh, en fait, même, tu vois, les moments où je suis pas parce qu'il y a forcément des moments où je suis pas bien, Normal. où j'aimerais, mais je me dis: «Ben, c'est normal, c'est normal et c'est comme ça et ça t'apprend, c'est un apprentissage, en fait». Donc j'arrive toujours à me dire: «Bah, c'est bien ce que tu as vécu, c'est aussi ça fait partie du truc, quoi, ça fait partie de la vie». Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais rajouter? Je vois que l'heure tourne. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées, des messages qui sont essentiels à faire passer aux personnes qui écoutent et qui se posent des questions sur le fait de d'oser, passer à l'action, oser changer de métier, oser changer de vie, je sais pas? Une chose qui, moi, m'avait fait peur, c'est de parler de reconversion, en fait. J'aime pas Je ce thème. déteste le mot Ah reconversion. ben Je prépare un post sur le sujet. ah bah, super. Ce mot, je le déteste. C'est pas un podcast de reconversion professionnelle. Pour moi, je parle de se réinventer ou voilà, d'explorer de nouveaux chemins, en fait. Exactement et le truc, c'est que moi aussi, je le déteste parce que on a l'impression que ça fait encore plus peur. Tu vois? C'est comme si on te demandait quelque part de changer. Mais en fait, c'est juste une continuité, c'est le fil rouge et on fait que connecter les points et que moi, je suis persuadée que je me suis pas reconvertie, c'est juste que j'explore de nouvelles facettes, que je me suis focalisée sur une chose que je faisais déjà avant, mais que là, je lui ai laissé plus de champ libre. Donc moi, la reconversion, j'y crois pas. Ça me plaît. Ça pourrait me servir, en fait, je dois travailler les outros on appelle ça, des extraits vidéo et je suis très nul à ça. Mais en vrai, j'ai envie d'en faire un maintenant là, ça serait, si toi aussi tu détestes le mot reconversion, mais que tu as quand même envie de te réinventer parce que tu recherches la quête de sens, il faut vraiment que tu t'abonnes sur «Et si C'est tu ça. osais?» clairement. Et si tu osais? Bah, c'est ça et puis, hem, le risque, il fait partie de nos vies
parce que, ben, le monde dans lequel on vit et encore plus aujourd'hui, on a l'impression, hein, mais il sera toujours plus, fait d'incertains que de certains et puis c'est voir, vraiment se dire que le risque, en fait, c'est ça qui nous fait nous rendre vivants et si on osait, quoi? Ouais, et alors j'avais pas forcément envie de relancer parce qu'on est sur la fin, mais je suis en train de lire un livre qui devrait t'intéresser, ça s'appelle «Le vide qui est en nous», C'est joli. et en fait, c'est un peu comme l'incertitude et la peur, Mmh. le vide. Moi, je suis grand, hein, je fais quasiment 2 mètres et pourtant, j'ai le vertige et on a peur, le vide, ça nous fait peur Et et en même temps, des fois, on le cherche. On se dit: «On a besoin de se vider la tête, c'est vrai. faut que je fasse le vide, en moi», parce que le vide, il nous fait aussi du bien. Mmh. Donc, tu vois, ça rejoint un petit peu tout ça, Ouais. donc si Ça vous m'intéresse, il faudra que tu me donnes ouais, je te l'adresse. donnerai le livre, mais en tout cas, si vous avez envie, si vous avez peur du vide comme moi, qui ai peur, de l'altitude et de tout ça, et qui pourtant, ose beaucoup Ouais. faire de choses, mais voilà, le vide, en fait, c'est aussi quelque chose de très positif. Donc, Mmh. foncez, re-abonnez-vous si vous l'avez toujours pas fait, heu, au compte Instagram, j'en profite. Mais, mais voilà, je pense qu'il faut oser faire des choses. Il y a Et tu sais, dans ma conférence, je parle, beaucoup du funambule, en fait, parce que je pense que, on est tous des funambules de notre vie et que mais que, en tout cas, l'équilibre, c'est plus une attitude qu'autre chose et que d'où l'intérêt de travailler sur soi, d'où l'intérêt de oser, d'où l'intérêt, parce que c'est ça qui va nous faire rester en équilibre sur le fil. Est-ce que tu as une conclusion? Bah, là, elle était magnifique celle-là déjà, mais si tu as un autre dernier mot, tu peux Heu, y aller. un autre dernier mot, bah, faites confiance à la vie, en fait, parce que, et puis il y a pas de hasard, il y a que des rencontres, ouvrez-vous, le monde est grand, les gens sont bienveillants, ouais, ouvrez-vous. Bah, merci Laurence d'être venue. Merci beaucoup à toi pour ton invitation, j'ai passé un très bon moment.